est le bilan de la deuxième journée des consultations à Paris et qui a participé à ces consultations? Donc, bonsoir Adrienne. C'est cette nuit qu'à Paris, il y avait des pourparlers entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, et qui ont pour la première fois, il faut le dire, ont participé à ce genre d'événement, donc à la réunion de la coalition des volontaires. C'est hier, comme vous l'avez dit, que cette réunion qui a réuni donc plusieurs dizaines de dirigeants des pays occidentaux donc, a eu lieu à Paris. Et donc, c'est déjà après la conférence de presse finale que Zelensky s'était entretenu donc avec deux émissaires américains. Il a ajouté que c'est aujourd'hui, donc le 7 janvier, que des pourparlers, que des consultations se poursuivront dans la capitale française et donc ce sera déjà au niveau des conseillers. L'Ukraine donc était représentée par le chef du bureau présidentiel Kirill Boudanov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense Rostem Omerov et par d'autres personnes. Aujourd'hui, Rostem Omerov a publié l'information sur sa chaîne Telegram en disant que la délégation ukrainienne s'était entretenue avec donc des conseillers de plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie. Il y avait aussi donc les représentants de l'OTAN et des États-Unis. Aussi, Rostem Omerov a ajouté qu'il existait une compréhension claire des progrès accomplis dans la mise en œuvre des accords avec les partenaires. La conversation a porté sur les paramètres spécifiques des garanties de sécurité, la dissuasion de l'agression russe et la logique des prochaines étapes du processus de paix. Il est important que les approches passent de plus en plus du stade des déclarations politiques à celui des solutions pratiques. Il y a une compréhension de la marche à suivre pour mettre en œuvre les accords. C'est précisément ce type de travail qui jette les bases d'une paix réelle et durable. Quels sont les résultats de cette réunion à Paris qui a réuni des dizaines de dirigeants occidentaux et d'après vous, sera-t-elle en mesure de rapprocher la fin du conflit ? En parlant donc des résultats de la journée d'hier à Paris, il faut dire que lors de la conférence de presse conjointe, la France et la Grande-Bretagne ont exprimé leur intention d'envoyer des troupes en Ukraine afin de garantir la paix une fois le conflit avec la Russie est définitivement résolu. Donc un accord prévoyant le déploiement d'un contingent de maintien de la paix a été signé par Emmanuel Macron, par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et par Volodymyr Zelensky. Selon les médias, donc, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner n'ont pas signé de déclaration sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais les déclarations optimistes à Paris ne lèveront pas le doute quant à l'engagement des États-Unis à soutenir l'Ukraine et le continent européen. Alors qu'il était initialement prévu que Washington signe une déclaration conjointe sur les garanties de sécurité, la déclaration finale n'a été signée que par la coalition des volontaires. Les détails concernant la participation américaine à la force multinationale en Ukraine ont été supprimés du projet de document antérieur consulté par Politico. Comme l'a expliqué le Premier ministre polonais Donald Tusk, aucun engagement précis n'a été pris concernant la déclaration commune donc, de cette réunion d'hier à Paris. Il n'y a pas donc d'unanimité au sein de cette coalition de volontaires. Peut-être on peut constater que c'était juste une réunion pour une réunion sans bien sûr la participation de la Russie qui est une des parties au conflit. Et certains pays dont Varsovie par exemple s'opposent au déploiement des forces même après la fin du conflit. Je propose d'écouter Donald Tusk. Bien que cela nécessite une confidentialité totale, nous avons déjà parlé aujourd'hui de décisions plus concrètes, de la manière dont nous les comprenons et de la façon dont, à notre avis, Washington les prend en matière de garantie de sécurité et du rôle de certains pays, tant aux États-Unis qu'en Europe. Cela semble vraiment prometteur et devient de plus en plus concret. Comme je l'ai souligné à maintes reprises, la Pologne est prête et accomplira, bien sûr, toutes les tâches concernant la logistique. De la part de nos partenaires, il n'y a pas d'attente quant à la présence de troupes polonaises en Ukraine dans aucun des scénarios envisagés et nous l'avons déjà dit plusieurs fois.
Mais le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a hier donc annoncé que la Grande-Bretagne et la France construiraient des bases militaires en Ukraine, aujourd'hui a réaffirmé que Londres veut envoyer donc ses troupes en Ukraine, mais c'est possible qu'après on cesse-le-feu et qu'après un accord donc du Parlement britannique. Je vous propose d'écouter. Nous avons publié cette déclaration hier. Elle est claire, mais je voudrais dire à la Chambre que les troupes ne seront déployées qu'après le cessez-le-feu. Il s'agirait de soutenir les capacités de l'Ukraine, de mener des opérations de dissuasion, ainsi que de créer et protéger des centres militaires. Leur nombre sera déterminé conformément à nos plans militaires que nous élaborons actuellement et pour lesquels nous sollicitons le soutien des autres membres. Lors de la conférence de presse finale qui s'est tenue hier soir, les participants de cette réunion ont parlé de l'événement d'hier comme d'un pas très important vers la paix. Mais ici, en répondant à votre question, Adrienne, j'ai des doutes. N'oublions pas la position de la Russie. Je vais en parler un peu plus tard. Et il faut aussi dire que hier, Volodymyr Zelensky a répété la thèse qu'il répète depuis quelques semaines, que la question la plus compliquée s'il parle donc de l'accord de paix avec la Russie, c'est la question territoriale. Ici, il s'agit de la libération du Donbass. La libération du Donbass, je le rappelle, c'est un des buts donc, de l'opération militaire spéciale. Et Vladimir Poutine le répétait à plusieurs reprises que le Donbass serait donc libéré soit par les voies militaires, soit par les voies diplomatiques. Et ici, n'oublions pas donc des avancées considérables de l'armée russe. En ce qui concerne la déclaration de Steve Witkoff lors de la conférence d'hier soir, il a répété la thèse que Donald Trump veut la paix et que les États-Unis joue donc le rôle d'intermédiaire. Je vous rappelle que c'est Steve Witkoff et Jared Kushner qui ont participé il y a quelques semaines à la réunion avec Vladimir Poutine, la réunion qui a duré plus de 5 heures et que après cette réunion, Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie et les États-Unis préfèrent de ne pas dévoiler le contenu des pourparlers et ne pas dévoiler le contenu de ce plan de paix. Et Dmitry Peskov l'a confirmé plus tard que la Russie ne veut pas faire la diplomatie de mégaphone. Et c'est pour cette raison que ni les États-Unis ni la Russie ne dévoilent pas le contenu du processus des pourparlers. En parlant de la réaction russe, nous avons la réaction de Rodion Miroshnik, qui est l'ambassadeur russe itinérant pour les crimes du régime de Kiev sur cette réunion d'hier à Paris. Écoutez. Il ne faut pas ruser. Hier, une coalition des volontaires assoiffés de guerre et d'effusion de sang s'est réunie à Paris. Les plans qu'ils ont exposés ne contiennent même pas un indice sur la fin du conflit. L'idée principale de la coalition est de prendre en charge le régime de Kiev en tant qu'État mercenaire, jusqu'à ce que sa principale ressource, la chair à canon, soit épuisée. Kiev n'est pas en mesure de subvenir aux besoins des formations militaires de 800 000 soldats, ni de leur fournir des armes. En mettant sa signature au bas de la déclaration d'intention, Volodymyr Zelensky montre sa volonté de faire périr le pays et sa population pour les intérêts des autres, tout en augmentant sa propre richesse. Aussi, je veux rappeler les propos de Vladimir Poutine et de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui disait à plusieurs reprises que la Russie ne permettra jamais le déploiement des militaires étrangers près des frontières russes. Donc cette initiative, ce désir, ces volontés de la France, de la Grande-Bretagne de déployer le contingent d'une paix, je crois que ça ne passera jamais. Si les États-Unis vont transmettre cette information au Kremlin. Et aussi, Petr Sziarto, le chef de la diplomatie hongroise, aussi, il a rejeté les décisions de la coalition des volontaires concernant l'Ukraine. Et selon lui, celle-ci vise à prolonger le conflit en Ukraine et constitue une menace de guerre avec la Russie. Merci à vous, Daria, pour toutes ces précisions sur la réunion de la coalition des volontaires qui s'est tenue à Paris. Merci une fois de plus. L'un des résultats du sommet de la coalition des volontaires est une déclaration sur le déploiement de forces multinationales en Ukraine après la fin du conflit. Cependant, les États-Unis n'ont pas signé cette déclaration alors que cela était initialement prévu. Pourquoi, selon vous ?
Tout d'abord, bonsoir. Mes meilleurs vœux pour les spectateurs de RT et à vous-même. Alors, Merci. pour répondre à votre question, il faut reprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez vu, il y a l'affaire vénézuélienne qui est en cours. Et le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que Sofiane Gerbaoui, vous êtes là? Quelques problèmes techniques, on reviendra certainement vers vous. Sofiane Gerbaoui, vous m'entendez? oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend. Oui, allez-y. Oui. Alors, les États-Unis ne peuvent pas valider cet aspect-là parce que il faut savoir que les Américains, et à leur tête le président Trump, s'est engagé qu'il n'y ait aucun militaire américain engagé dans une opération extérieure. Or, l'accord de Paris, s'il se met en place, ça sera quand même la participation de l'OTAN en tant que telle, et donc la présence de soldats américains dans un conflit à l'extérieur des États-Unis. Ce qui est complètement en contradiction avec ce que la base américaine, MAGA, la base de Trump, voudrait. Et ça remettrait en cause un peu la doctrine de Trump qui veut que ce qui se passe à l'extérieur il ne le regarde pas parce que ce qu'il dit, c'est que les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde et les sphères d'influence, lui, s'occupent de l'Amérique latine. Alors, Starmer a annoncé l'intention du Royaume-Uni et de la France de construire des bases militaires en Ukraine après la fin du conflit, compte tenu de la position de la Russie sur la présence de militaires étrangers en Ukraine. Cette décision n'éloignerait-elle pas de la paix? Alors, tout d'abord, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est Starmer, le Premier ministre anglais, qui va décider de l'avenir de l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire que l'Ukraine n'a plus d'indépendance. Or, tout le monde est en train de se battre pour dire que quand même, la Russie a attaqué l'Ukraine, elle lui a enlevé son indépendance et qu'elle décide. Or, ce que Starmer préconise, ce n'est plus ou moins que l'abandon de l'indépendance ukrainienne. Donc, c'est-à-dire l'installation de bases étrangères gérées par des étrangers. C'est un peu en contradiction avec tout le brouhaha qui est fait sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur le choix des peuples de dépendre d'eux-mêmes et de suivre leur propre destin. Les négociations entre les représentants ukrainiens et américains qui ont participé pour la première fois à la réunion de la coalition des volontaires ce mardi se sont poursuivies à huis clos. Selon vous, quelles sont les raisons de ce choix de format? Le format est très simple parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites en public. D'accord. Par exemple, l'avenir des matières premières et des richesses ukrainiennes. Qui va les exploiter? Le rôle des Américains dans cette exploitation. Et on sait très très bien que les États-Unis, ce qu'elles voudraient, c'est pouvoir se passer des terres rares chinoises. Or, les Ukrainiens ont des terres rares et ça intéresse les États-Unis de Trump. Sauf, en même temps, Trump ne veut pas se fâcher avec les Russes parce qu'il n'a pas intérêt à avoir un point de conflit avec les Russes. Même si aujourd'hui, il y a eu quand même un acte hostile qui est l'arraisonnement du bateau du pétrolier. Mais cela reste, je dirais, dans les limites de l'acceptable. Or, si les sociétés américaines s'installent, c'est-à-dire que quelque part, on continuera vers le conflit ukrainien parce qu'il n'y aura pas de paix tant que toutes les nations étrangères n'ont pas quitté le territoire ukrainien. Selon les médias américains, Trump pourrait envisager d'envoyer des troupes au Groenland ou d'acheter le territoire. À votre avis, laquelle de ces deux options est la plus réaliste? D'abord, joyeux Noël orthodoxe à tout le monde orthodoxe, c'est la Sainte-Truffie. Écoutez, je crois que Donald Trump est en train de jouer avec les mots, est en train de jouer avec les nerfs de ses partenaires européens. Il pose des options tragiques pour la souveraineté tout entière du monde occidental. Acheter, c'est peut-être
la possibilité que le Danemark peut choisir, parce que ça se voit que les Européens, ils n'ont pas vraiment, surtout la France, la Grande-Bretagne, et comme les Français, ils ont dit aussi les Polonais avec eux, ils n'ont pas vraiment grande chose à faire pour refuser la présence américaine ou le transfert de la souveraineté de Groenland aux États-Unis. Sauf que il faut savoir que Donald Trump, il fait maintenant un chantage très important aux Européens concernant le Groenland et l'Ukraine. Si vous voulez que je participe avec vous dans la pression contre la Russie, je réclame du territoire. Et c'est là que les Européens sont placés entre les deux puissances, les États-Unis et la Russie. Et je crois, à mon avis, qu'ils vont jeter la balle dans le camp des Danois pour décider ce qu'ils veulent faire. Et après ça, ils vont dire, bon, c'est une décision souveraine du royaume danois. Alors justement, qu'est-ce que cela nous dit de la politique européenne sur le dossier? Pensez-vous que l'Europe serait capable de prendre des mesures concrètes en cas d'annexion? Je crois qu'il y aura juste des déclarations de condamnation, c'est tout. Écoutez, l'Union européenne n'est plus la puissance qui peut vraiment changer des choses sur le terrain. Il n'y a que maintenant la Russie, la Chine et les États-Unis, le trio qui ont vraiment la capacité de changer les données sur le plan international. Alors que l'Union européenne, je crois que, regardez aujourd'hui par exemple, les Français n'ont pas parlé avec leur collaboration avec les Britanniques sur le dossier. Ils ont dit les Allemands et les Polonais. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment cette union qu'on peut le sentir comme ils veulent le montrer à Zelensky et à montrer aux médias. Et la Hongrie refuse. La Hongrie, par exemple, Viktor Orban, il trouve que Donald Trump est un leader pragmatique, charismatique, qui il veut pas suivre les Européens dans cette démarche de confrontation. Donc, pour répondre à votre question, non, les Européens, ils n'ont pas vraiment des cartes ou des démarches concrètes à jouer, à démontrer. S'il y aura une certaine annexation, c'est pour cela, je crois que la seule possibilité pour les Européens, c'est de dire que ce sera une décision souveraine des Danois. Et là, je crois que les Danois, ils vont opter clairement à la marchandise, c'est-à-dire à vendre ou à louer des parties de Groenland. Alors, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que des accords prévoyant le déploiement de troupes américaines supplémentaires au Groenland existent et sont de surcroît soutenus par le Danemark. À votre avis, pourquoi les États-Unis souhaitent-ils renforcer leur présence dans la région? Sont-ils réellement préoccupés par la présence de navires russes et chinois ou Washington s'intéresse-t-il aux ressources naturelles de l'île? Bien évidemment. Donald Trump, comme il a fait avec le Venezuela, il veut garantir que la Russie surtout ne sera pas proche de cette zone où il y aura de la richesse économique. Sauf que je crois aussi que Donald Trump, il veut, entre guillemets, gifler l'Union européenne, les humilier d'une certaine façon, en leur imposant une protection militaire, c'est-à-dire je serai présent sur votre territoire du continent, bien sûr c'est une île, mais bon, je serai présent dans je vais annexer une partie pour défendre cette zone des Russes et des Chinois. C'est ce que Donald Trump vise a priori, c'est de casser la force de l'Union européenne. Parce que si on parle aussi de la question, il n'évoque pas bien sûr clairement la question des richesses, mais il veut parler de la question géopolitique et de sécurité. Il veut dire que les Européens sont incapables à se défendre. Donc je crois que Donald Trump, il joue à des cartes multiples et il sème la confusion parmi les Européens sur cette question, mais je crois qu'il est décidé et il sait comment il va le faire.
et c'est une démonstration de force pour son peuple aussi, parce qu'il l'a déclaré en 2006, cette question sera réglée définitivement. Alors je crois que oui, l'Union européenne, il comprend que Donald Trump a besoin de cette zone pour sa richesse et pour sa puissance géopolitique, et ils n'ont pas grand-chose à faire. Merci à vous, Chérif Amir, pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes docteur en géopolitique et vous étiez avec nous en direct depuis Le Caire, en Égypte. On parle d'ores et déjà d'un contingent de 30 000 soldats qui seraient disloqués en Ukraine de l'Ouest, dans la partie ouest, donc dans la région de Lvov, etc. Est-ce que vous pensez que cette déclaration est quelque peu prématurée compte tenu du silence de ces dernières semaines de Moscou et des États-Unis ? Oui, je crois qu'il faut vraiment relativiser cette déclaration et la mettre en relief avec l'annonce de ce sommet, de cette coalition de 35 pays volontaires, soi-disant pour s'ingérer dans ce processus. Or, il faut remarquer qu'à l'issue de cette journée, seuls 2 pays, à savoir donc la Grande-Bretagne et la France, ont signé cet accord donc pour l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien, dans l'ouest de l'Ukraine. Et le nombre de militaires donc censés être envoyés par cette coalition de 35 États ne dépasse pas 30 000, qui serait d'ailleurs le maximum que pourrait envoyer cette coalition. Et cela laisse rêveur même les Ukrainiens. Donc il était très intéressant aujourd'hui d'aller sur les sites ukrainiens qui se moquaient de cette nouvelle journée de soi-disant aide à l'Ukraine et en se demandant la raison pour laquelle les Occidentaux souhaitaient se dissimuler, c'est le terme qu'ils emploient, dans l'ouest ukrainien et non pas sur la ligne de front. Donc je crois que cette journée a été encore, comme très souvent ces derniers mois, une journée de politique spectacle qui démontre à l'évidence qu'aujourd'hui l'Occident, et en particulier l'Europe au sens géographique, puisqu'elle intègre bien sûr également la Grande-Bretagne, l'Europe n'est pas en mesure d'empêcher la défaite militaire du régime de Kiev, et qu'aujourd'hui tout est fait pour faire des effets d'annonce et soutenir le moral de l'armée ukrainienne. Dans ce cas-là, selon vous, pourquoi les États-Unis, pour la première fois, se joignent à ce spectacle, comme vous le dites? Donc là, je parle bien de la présence de Steve Witkoff et Jared Kushner à cette réunion, et Zelensky qui déclare que les garanties de sécurité, enfin les documents concernant les garanties de sécurité sont désormais prêts. Est-ce que cette fois-ci, c'est une fois de plus un rôle d'observateur qui est accordé à la délégation américaine, ou bien plus cette fois-ci? Écoutez, de sources américaines, ces dernières semaines et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons vu nulle part aucune promesse d'engagement autre que celle qu'ils ont réitérée ces derniers mois, à savoir donc l'aide au régime ukrainien en matière de surveillance, de renseignement et d'appui logistique. Donc il est plus que probable qu'aujourd'hui, à Paris, M. Kushner et M. Witkoff donc, aient réitéré que les engagements américains sur ces plans-là seront respectés, mais il est fort peu probable qu'il y ait eu d'autres engagements, tels que l'espérait M. Macron ou M. Merz, à savoir que des troupes américaines seraient envoyées sur le sol pour garantir un éventuel cessez-le-feu. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'espérance du côté européen, mais que sur un plan très concret, les Américains n'ont pas bougé d'un iota dans leur ligne de conduite. Est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction de Moscou rapide, ou bien aujourd'hui les autorités russes vont continuer à observer et finalement donc poursuivre ce qui est considéré comme le but de l'opération militaire spéciale sur le terrain? Je pense que les Russes donc, ne se soucient pas beaucoup de cette journée qui s'est déroulée, à mon avis, avec un résultat diplomatique assez faible, et d'autant plus faible qu'il a mis en exergue le comportement franchement ridicule de M. Merz et de M. Macron, qui d'un côté félicite M. Trump pour le kidnapping d'un chef d'État et la mise sous tutelle du Venezuela
notamment sur le plan politique et économique, et qui d'un autre côté s'insurge contre la Russie, qui dont le rôle était de protéger les populations russophones de l'Est ukrainien, qui étaient victimes de bombardements depuis 2014. Donc dans cette situation, les Russes ne peuvent rester que dans l'expectative, considérer que l'Europe est en train de s'effondrer moralement et politiquement, et qu'elle n'a pas, dans tous les cas de figure, les moyens de ses ambitions. Encore une fois, mettre 20 000 ou 30 000 hommes sur le terrain dans un conflit qui voit s'opposer des centaines de milliers de soldats est d'un ridicule accompli. En revanche, donc, ce qui est à peu près certain, c'est que derrière les effets d'annonce, il y a la volonté ferme et inébranlable et de la France et du Royaume-Uni de protéger la ville d'Odessa dans les prochains mois, quelle que soit l'évolution du conflit. Je crois que sur le plan géopolitique, les Anglais et les Français ont bien compris que Odessa était la seule fenêtre de survie économique de l'Ukraine et qu'ils feront tout pour la conserver, y compris militairement. Et c'est la raison pour laquelle ils envisagent ce déploiement de quelques dizaines de milliers de soldats qui, bien que placés initialement dans la région de Lvov, et les commentaires ukrainiens parlent plutôt de la station de ski de Bukovel, mais ça c'est un autre aspect, bien que placés initialement donc dans l'ouest de l'Ukraine, seront très probablement envoyés à Odessa dans l'hypothèse où les Russes enfonceraient le front ukrainien ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Monsieur Leroy, pour ce décryptage. Je rappelle Emmanuel Leroy, président de l'Institut 1717 pour une nouvelle alliance franco-russe, en direct avec nous ce soir depuis Paris pour parler de cette réunion de la coalition des volontaires en France. Merci à vous.